Merci Madame Lisson. Alors, j'interviens devant vous sous mon pseudonyme, donc Zitom. En fait, comme Madame la députée Danielle Auroi le signalait dans son introduction, euh, sur les réseaux sociaux, une certaine habitude d'utiliser je reprends son expression, son second moi, hein, ou son avatar de nous-mêmes. Donc moi, j'ai choisi effectivement de baptiser ce second moi par un pseudonyme, donc Zitom, que j'utilise aujourd'hui puisque j'ai été invité sous ce nom. Euh, et je voulais faire tradition que j'ai, c'est lorsque j'interviens sous mon pseudonyme, c'est d'avoir une casquette. Bon, voilà, c'est une tradition personnelle. Je voulais vous demander de m'excuser en ce lieu solennel de garder mon couvre-chef. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail technique de ce que peut faire un expert judiciaire en matière de chiffrement, je voudrais rappeler ce qu'est un expert judiciaire. Lorsque je discute avec des amis, souvent je me rends compte qu'en fait le titre est connu, mais la fonction est assez méconnue. En fait, un expert judiciaire est simplement un citoyen qui met ses compétences au service de la justice. Ça n'est rien d'autre que ça. Euh, Propose à la justice d'utiliser ses compétences. Si la justice estime qu'elle a besoin de ses compétences, et si la personne candidate est retenue, elle est tout simplement inscrite dans un annuaire qui est mis à la disposition des magistrats qui vont venir piocher dans cet annuaire le nom de la personne dont elles ont besoin lorsqu'elles ont besoin d'un avis d'expert. Alors on connaît bien sûr les experts psychiatres qui interviennent dans les dossiers assez médiatisés en général, les médecins de manière générale, mais tous les métiers susceptibles d'intéresser la justice dans toutes les affaires traitées en justice peuvent faire appel à tout type d'experts. Donc effectivement, l'informatique apparaît dans cet annuaire et j'interviens depuis 1999 comme expert judiciaire pour aider les magistrats dans leurs dossiers. Alors, est-ce que j'ai déjà été confronté au chiffrement? Un petit point de vocabulaire, hein, donc comme Mathieu Graal le signalait, les informaticiens sont un peu pointilleux sur ces termes-là. Donc Benjamin Bayard a présenté le concept de... Oui, pardon, oui, excusez-moi. A présenté le concept de chiffrement et de déchiffrement qui est au cœur de notre débat. Moi, je vais parler de décryptage. Alors, le décryptage, c'est tout simplement ce que l'on essaye de faire quand on n'a pas les codes de chiffrement et qu'on doit déchiffrer. Donc, en fait, pour décrypter, on va utiliser des outils de cryptanalyse qui sont développés par les laboratoires de recherche. Et on va essayer, avec ces outils, de procéder au décryptage des données qui sont confiées par la justice à l'expert judiciaire. Alors, j'ai travaillé dans pas mal de dossiers, beaucoup en matière de pédopornographie, à mon grand regret, mais enfin, on ne choisit pas ces dossiers. J'ai également travaillé dans des affaires de commerce. Quand je dis travailler, c'est rencontrer le chiffrement en fait dans des affaires commerciales, de contrefaçon de logiciels, de fraude financière. En fait, tout type finalement de dossier où à un moment ou à un autre l'ordinateur intervient. Aujourd'hui, il intervient à peu près partout. Alors, les, les gendarmes, les policiers, en fait, de manière générale, les officiers de police judiciaire, amènent à l'expert judiciaire un scellé, donc un ordinateur qui est emballé dans du papier craft, avec une belle étiquette du XXe siècle.
et donc un peu de cire pour enfermer tout ça. Et donc moi j'ai l'autorisation du magistrat d'ouvrir ce scellé et de procéder à son analyse. Alors le magistrat m'a donné un certain nombre m'a posé un certain nombre de questions qui forment mes missions, et donc je dois donner mon avis, répondre à ces questions. Et ces questions sont de toute nature. Y a-t-il sur cet ordinateur trace de telle information, tel dossier, telle entreprise, tel email, telle correspondance, tel document écrit, donc de manière très générale. Une fois l'ordinateur, le scellé ouvert, je procède à l'extraction des données de stockage, enfin du disque dur en général. Et la première chose que je fais est de faire une copie bit à bit du disque dur, de manière à ne pas endommager, si tant est qu'à un moment de mon analyse je commette une erreur, ou qu'un logiciel ne se comporte pas comme il faut, ou une coupure de courant pendant l'analyse, de manière à ne jamais endommager le scellé d'origine. Alors cette copie bit à bit est particulièrement fidèle, et c'est sur cette copie que je vais procéder à l'analyse. Alors, je suis... mon métier, mon vrai métier, est être directeur informatique dans une école d'ingénieurs. Et à ce titre, je gère déjà un système d'information avec des ordinateurs, des étudiants, des chercheurs, qu'il faut protéger, et en même temps sur lesquels il faut également assurer une certaine sécurité. Ce qui fait que je connais, en tant qu'administrateur informatique, relativement bien les logiciels les plus courants disponibles en téléchargement libre par tout un chacun sur Internet. Je peux en citer quelques-uns. Offcraft, Crack, qui était un peu l'ancêtre d'ailleurs des logiciels de cryptanalyse. John the Ripper, qui est un logiciel d'analyse un peu par force brute des mots de passe. Hydra, enfin tous les logiciels finalement des pentesters, c'est-à-dire des spécialistes informaticiens qui vont tester que la sécurité d'un réseau, d'un système est correcte. Ces outils-là, moi, me permettent d'essayer de casser les codes que je rencontre lors d'une expertise judiciaire. Alors, ce sont des logiciels sophistiqués, complexes, alors dont moi je ne maîtrise pas nécessairement l'algorithmie interne, mais en tout cas que je sais utiliser. Et il m'arrive en fait que ça ne fonctionne pas. Donc rien ne marche. Je suis face à quelque chose de chiffré que je n'arrive pas à décrypter. Alors, j'ai une méthode, enfin, il existe une méthode, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, assez simple, c'est l'ingénierie sociale. Pour décrypter un fichier, un disque dur, il faut que je trouve le mot de passe. Ce mot de passe, il a été créé par un être humain, le propriétaire du fichier. C'est en général un mot de passe plus ou moins compliqué. Mais surtout, je sais que l'être humain n'aime pas les mots de passe et n'aime pas en avoir énormément. Donc la plupart des utilisateurs d'informatique, je pense dans la salle, on doit être un peu tous comme ça, nous avons assez peu de mots de passe. 3, 4... alors certains, hein, c'est toujours pareil, il y en a qui ont un mot de passe par utilisation, ce qui est un usage sain de l'informatique. Mais en pratique, en tout cas dans les dossiers que j'ai eu à traiter, les propriétaires des fichiers avaient que quelques mots de passe. Or, ces mots de passe, ils les utilisent un peu partout, en particulier sur des sites sur Internet, des sites de téléchargement, de bandes annonces, de jeux, enfin, tout site possible. Et certains de ces sites font quelque chose qui n'est pas très recommandé en matière d'état de l'art en informatique. C'est qu'une fois que vous avez créé votre compte chez eux, en fait, ils vous envoient un mail en disant merci d'avoir créé un compte chez moi. Je vous rappelle votre identifiant et votre mot de passe, donc que
que vous recevez en clair dans votre messagerie. Et pour un expert judiciaire, c'est quand même très pratique. Parce qu'en fait, il suffit de regarder dans les emails et donc vous regardez les centaines ou les milliers d'emails qui sont stockés ou qui ont été stockés sur l'ordinateur et puis vous en retirez les 4-5 mots de passe que vous testez tranquillement sur le fichier particulièrement bien crypté, particulièrement bien chiffré, de manière à procéder à son décryptage enfantin. Alors, j'ai rencontré du chiffrement par stéganographie, donc des messages qui étaient codés à l'intérieur d'images. Alors, c'est très difficile de détecter ce type de chiffrement. Par contre, moi, j'ai la chance d'avoir le scellé, en fait, d'avoir l'ordinateur qui a servi au chiffrement. Donc sur l'ordinateur, il y a la liste de tous les logiciels. Donc c'est une des premières choses que je vais analyser. Et forcément, dans cette liste, je vais tomber sur un logiciel de stéganographie qui permet de faire du chiffrement de ce type. Et donc je vais m'intéresser de très près à toutes les images stockées sur l'ordinateur et avec les mots de passe récupérés dans les emails, récupérer les messages qui ont été codés. Dans les différents dossiers que j'ai eu à traiter, j'ai échoué 2 fois dans la mission qui m'était confiée par le magistrat à procéder au décryptage des données. Alors, la première fois, j'ai contacté le magistrat pour lui dire que, effectivement, j'étais dans la capacité technique de déchiffrer, de décrypter le disque dur. Et que effectivement, je n'arrivais pas à obtenir les clés, les mots de passe appropriés. Le magistrat m'a dit, écoutez, j'en prends bonne note, je vous recontacte dans quelques temps. Et effectivement, quelques temps après, il m'a contacté en m'expliquant que il avait demandé au propriétaire les clés. Alors, je pense que le magistrat a un savoir-faire pour demander ces choses-là. Et en tout cas, j'ai eu les clés, donc tout simplement demandant au propriétaire, par l'intermédiaire du magistrat, parce que moi, j'ai jamais affaire aux personnes concernées. Donc cette fois-ci, ça s'est passé sans difficulté. La deuxième fois, j'ai signalé, donc toujours au magistrat, que je n'arrivais pas, dans ma mission d'expert, à procéder au décryptage. Il m'a dit, écoutez, c'est pas grave, j'ai déjà assez d'éléments, de preuves dans ce dossier. Et le travail que je vous demandais venait en complément pour, pour boucler le dossier. Mais comme c'est techniquement pas possible, et comme à l'impossible nul n'est tenu, votre mission s'arrête là. Et je vous remercie de remettre tout ça sous scellé. Alors, une conclusion personnelle de cette activité, au-delà de la passion qu'on peut avoir de travailler avec des magistrats, c'est que à chaque fois que j'ai eu affaire au chiffrement, finalement, les choses se sont toujours bien terminées, soit par des voies détournées, soit par une attaque frontale. En tout cas, en tant que citoyen, puisque autour de cette table, moi je me considère comme citoyen lambda. Je n'ai pas eu de besoin particulier à ce qu'on me donne une clé ou un passage dérobé. J'ai toujours réussi à ouvrir les portes qui étaient fermées. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup aussi pour ces petits rappels qui sont valables pour beaucoup d'entre nous, je crois, ne serait-ce que sur l'usage des mots de passe et que l'on peut tous jeter un œil à nos mots de passe ce soir en rentrant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Michael Lirus, simple citoyen. Comment faites-vous pour, avec les logiciels comme Dashlane, je crois, un truc comme ça, qui eux s'occupent de crypter, de chiffrer nos mots de passe?
Alors, la plupart des logiciels que j'utilise sont des logiciels qui vont travailler au niveau du système d'exploitation et récupérer des traces. Alors, souvent, sont en fait des malfaçons à l'origine, hein, que ce soit Windows, que ce soit Apple avec OS, enfin tous les systèmes d'exploitation, même Linux, ont parfois des défauts de conception, des failles qui sont corrigées, mais pas toujours, ou trop tard, ou les patchs ne sont pas appliqués. Et vous avez dans les outils de pentest beaucoup de logiciels qui utilisent ces failles pour craquer, obtenir les mots de passe avant qu'ils soient chiffrés, ou quand ils sont mal chiffrés, pour pouvoir les décoder. N'oubliez pas une chose également, moi j'ai la chance d'avoir accès à l'ordinateur. Donc je ne travaille pas en live sur des ordinateurs allumés dans une salle de travail ou dans une banque ou sur Internet de manière générale, sur un serveur allumé. Moi, je travaille à froid sur des machines qui m'ont été amenées, qui sont éteintes. Et dans les différents systèmes qui sont stockés, dans les différents fichiers qui sont stockés sur le disque dur par le système d'exploitation, vous avez des caches, vous avez des mémoires, en particulier sur les ordinateurs portables, lorsque ceux-ci sont éteints un peu brutalement, vous avez des mécanismes de sauvegarde qui vont écrire l'état de la mémoire, par exemple, en direct. Souvent, ces états ne sont pas chiffrés. Donc en analysant l'état de la mémoire, par exemple, en clair, dans la mémoire, vous avez toutes les clés de chiffrement, toutes les données en fait nécessaires au décryptage des données.